Bonjour, bienvenue sur Shine Ecos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bachir, spécialiste en finance décentralisée. Bonjour Bachir. Bonjour Marion. Je souhaiterais aujourd'hui aborder les sujets de tokenisation. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça nous sert? Comment on l'applique dans la vie réelle, etc., etc. Et pour introduire un peu ce sujet-là, j'aurais aimé que tu te présentes et que tu expliques un peu pourquoi toi, tu es légitime de parler de tokenisation. Ok, allons-y. Alors je vais me présenter assez succinctement. Moi je suis quelqu'un qui adore les nouvelles technologies. Je suis rentré assez tôt dans cette nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain en 2015, durant mon parcours à la faculté des sciences de Nancy. J'étais en informatique. Et j'ai très vite en fait adopté cette technologie qui était totalement disruptive à mes yeux à cette époque-là. Et j'ai intégré des cabinets de conseil au Luxembourg, Deloitte, où en fait on avait monté un lab qui s'appelait Delab et on accompagnait des clients et on essayait de promouvoir cette nouvelle technologie assez tôt sur le marché. Donc là, on est en quelle année? 2016-2017, c'est-à-dire ouais. on était vraiment early. Et ce mot de tokenisation, par exemple, c'était quelque chose qui était déjà connu à Deloitte, dans la finance traditionnelle, où on voulait tokeniser des equity, on voulait tokeniser de l'immobilier et compagnie. Ça a été démocratisé via la blockchain, la tokenisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, la blockchain, elle va permettre non seulement de créer assez simplement des tokens, des jetons. C'est la techno. Attends, tu vas trop vite. D'abord, qui es-tu? On va y aller, on va y aller. Et Speedy, il est déjà lancé, ouais, lui. Non, c'était pour un peu redonner un peu le contexte de la tokenisation. Mais du coup, ouais, je reviens sur mes années de consulting autour de la techno. Il existe toujours le lab de Loat sur... Alors ouais, il existe toujours, c'est le lab d'innovation maintenant. Okay. Ça a été quelque chose qui a été répandu un peu partout en Europe. Et moi, suite à ça, je suis parti, j'ai fait mon petit bout de chemin en tant que développeur, puis technical leader. Et là, ces dernières années, j'accompagne des protocoles à développer leur application décentralisée, que ce soit sur la partie technique, sur la partie modélisation du token, enfin de la tokenomics et compagnie. Donc, tu travailles avec des entreprises du monde entier? Ouais, partout. Parfait. Partout. Et ton dernier projet? Le dernier gros projet, c'était Usual, où j'ai intervenu en fait sur la plateforme décentralisée. Usual, en fait, c'est un token, un stablecoin. C'est un token qui est backé sur un asset réel. Et la particularité d'Usual, c'est qu'il tokenise les bons du trésor américain. Ça va être méga intéressant cette interview. Ce que je sais, c'est que t'as pas l'habitude d'être derrière un micro. En général, t'es derrière un ordinateur. Je suis derrière un ordinateur, là. L'exercice est un peu difficile, mais on va s'y faire. Ouais, et je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que la majorité de la population n'y connaît rien. Mais en fait, c'est quelque chose qui impacte réellement la tokenisation. Les tokens, ça impacte déjà à l'heure actuelle et ça va encore plus impacter à l'avenir notre façon d'investir. Et le but, c'est vraiment qu'on comprenne ce que c'est. Après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça c'est autre chose. Mais qu'on comprenne ce que c'est. Donc, si je pars du départ, qu'est-ce que la tokenisation? Alors, je vais donner un exemple qui est assez parlant. C'est l'achat d'un bien immobilier. L'achat d'un bien immobilier, en fait, on peut venir acheter un immeuble d'une traite, ou on peut si on n'a pas assez de fonds, se dire je vais découper cet immeuble en parts et vendre des parts, lever de l'argent et vendre ces parts aux gens. En gros, en France, par exemple, si je prends l'exemple français, une SCI. Je peux très bien dire je vais acheter un immeuble avec des copains, des associés, etc., monter une SCI et prendre des parts de cette SCI. Exactement. En fait, la tokenisation, c'est un peu basé sur ce modèle où on va découper un bien réel. Ça peut être un immeuble, ça peut être une entreprise, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être tout, sauf les personnes bien sûr. On tokenise pas les enfants, les gars. On peut tout tokeniser et se dire on va découper et créer un jeton sur ce bien réel. Donc une part. Une part, exactement. Et la tokenisation, pourquoi elle est liée à la blockchain? Parce qu'en fait, la blockchain, elle va apporter cette couche technologique qui va faciliter la création de ce token. Quand tu parlais de SCI tout à l'heure, on est d'accord, quand tu veux créer une SCI, tu as un statut juridique, tu crées une entreprise, voilà. C'est très... c'est de l'administratif, voilà, c'est de l'administratif. Et tu passes après pour acheter le bien, etc. Exactement. Alors que la tokenisation, en fait, tu peux bypasser ce côté un peu plus administratif où il existera toujours, mais tu peux faciliter l'émission du token, enfin l'émission des parts, via un token.
Ça veut dire, pour que vous puissiez aussi percevoir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter 25% d'un bien immobilier. Exactement. Vous pouvez acheter 0,25%. Exact. Et tu peux acheter 0,25% d'un bien à Miami, 0,25% d'un bien à Tokyo. Et puis au bout d'un an, tu fais le bilan et tu dis celui-là, il a un meilleur rendement, je vais revendre mon bien à Tokyo et je vais garder celui de Miami. C'est bien que tu dises revente parce qu'en fait, la tokenisation sur la blockchain, elle permet une chose, c'est le marché secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir revendre assez facilement ou échanger assez facilement ces tokens, alors que quand on est sur une SCI et qu'on a des parts, en fait, on doit passer par une assemblée générale et essayer de voir comment on va revendre nos parts. Enfin, il faut demander aux associés s'ils sont OK, exactement, etc. exactement. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Exactement. Après, on s'associe du coup à des gens qu'on ne connaît pas. Oui. Et qui gère le bien? Alors, c'est souvent le projet qu'il y a derrière. Ok. En gros, il y a souvent, quand on veut tokeniser quelque chose, on va donner l'exemple de Realty. C'est une société américaine qui tokenise les biens immobiliers. C'est eux qui vont être en charge de gérer les biens, de les mettre en location et de créer ce fameux revenu. Parce qu'en fait, mais c'est eux qui créent le token? Ils créent le token Ok. aussi. Ils ont toute la plateforme et compagnie et ils vont créer le token. La création d'un token, c'est assez simple, hein. À l'heure actuelle, il y a des sites où on peut arriver, utiliser son wallet, enfin son portefeuille digital, se connecter, remplir un formulaire pour créer le token. Un token, c'est quoi? C'est un nom, enfin le nom du ticker, le nom du jeton, une offre qui va être émise maximum. Je vais émettre 100 000 tokens pour mon bien et un prix de départ. Mon bien il vaut 500 000, je vais créer 100 000 tokens et chaque token va coûter 5 $. Voilà. Ça va être une nouvelle façon de... Mais presque toi et moi, on pourrait, si on veut, on voit un appartement et on pourrait dire, viens, on crée un token et on achète ce bien. Exactement. Et après, on pourrait le commercialiser auprès de nos grands-parents, de nos parents, frères et sœurs, etc. Exact. Et qui prennent des parts de ce bien. Exactement. Aussi simplement. Okay. Et là où il y a la force avec la blockchain, et ce qui a démocratisé la tokenisation, c'est que tous ces mécanismes un peu techniques, en fait, ils sont natifs sur la blockchain. C'est-à-dire que la création d'un token est facilitée, l'échange d'un token est facilité. Cette barrière technologique, elle a été cassée grâce à la blockchain. Tout à l'heure, tu as parlé de jetons. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un jeton? Et puis, comment c'est lié à la blockchain et pourquoi c'est différent de la crypto-monnaie? Alors, la crypto-monnaie, en fait, c'est un type de jeton. C'est un jeton en fait qui imite nos monnaies fiat, les euros, les dollars. C'est une crypto-monnaie, voilà. C'est une monnaie qui va être échangée. Le jeton, faut voir ça comme la classe d'assets la plus haute. Donc la classe de biens. La classe de biens. Et on va avoir des spécificités dans différents jetons. On a les crypto-monnaies, on a les jetons utilitaires. Un jeton utilitaire, en fait, ça va être un jeton qui va avoir comme raison d'être une certaine utilité sur une plateforme. Je vais donner un exemple. Vous avez tous joué à Candy Crush, vous avez tous acheté des petits jetons pour débloquer des stages, des niveaux. Et en fait, c'est un jeton. C'est un jeton et en fait, ce jeton, il pourrait avoir très bien une raison d'être sur la blockchain. Et c'est un jeton utilitaire parce qu'en fait, ce jeton, il a l'utilité sur la plateforme Candy Crush de débloquer des niveaux. Voilà. Okay. C'est un jeton, il faut bien voir ça comme une abstraction d'un bien, d'une utilité sur un écosystème bien défini. Ça peut être une application web, ça peut être un bien immobilier, ça peut être un produit financier. Parce que là, on a parlé de tokenisation de biens immobiliers, mais on pourrait tokeniser une société. Ah, clairement, oui. On pourrait tokeniser une voiture de collection. Exact. Tout ce qui, en fait, est susceptible de créer un rendement. Exactement. Voilà, ce qui est bien là, c'est que tu as dit tout ce qui est susceptible de créer un rendement. Parce qu'en fait, pourquoi les gens vont aller vers des tokens? Parce qu'ils vont chercher un nouveau moyen de faire du rendement, d'investir leur argent et d'avoir un rendement qui tombe. Sur ces rendements, en fait, on a différents modèles. On peut avoir le modèle par action, où on va tokeniser une entreprise, et en fait, ce token représente une part d'action de l'entreprise. On peut avoir le modèle des royalties, où en fait le token va nous garantir un pourcentage des bénéfices de l'entreprise. Il te garantit le pourcentage ou c'est un pari que tu fais Alors,
c'est là où en fait où je suis comment dire, je suis un peu mitigé. C'est la communication et le marketing qui est fait autour des différentes sociétés qui vont tokeniser certaines choses. Eux, bah, certains vont avoir une communication assez idyllique, on va dire, assez Mensongère. mensongère, où ils vont attirer en fait des gens pour investir sur des produits, sur des tokens. Mais comme dans la vie réelle, en te Exact. disant, si vous vous investissez dans cet immeuble, on vous assure un rendement de 5,5%. La réalité, c'est que ça dépend si c'est loué, pas loué. Exactement. Ok. Moi, je suis plus sur, si on revient sur de l'immobilier, je suis plus friand du modèle un peu plus obligataire, où là, en fait, la société vient faire un prêt à ses investisseurs. C'est-à-dire que moi, en tant qu'investisseur, je vais acheter un token et ce token, il représente une part d'argent que j'ai prêté à l'entreprise et cette entreprise va me rendre cet argent avec un taux d'intérêt. Mais est-ce qu'il est garanti, ce taux d'intérêt? Il doit être garanti. Il Ouais. doit être garanti. Il doit être garanti. Ouais. D'accord. Et là, c'est un modèle qui me paraît le plus adéquat à la tokenisation immobilière. Alors, d'accord. Mais du coup, quelles sont les garanties? Comment tu t'assures, tu vois, dans le monde réel, si par exemple tu me fais un prêt et je te garantis de te rendre ton prêt plus des intérêts, Mhm. je dois avoir une contrepartie pour Ouais. prouver que je suis en capacité de pouvoir... Bah, la contrepartie dans ce cas-là, c'est que bah, les gens ils vont investir sur un bien immobilier. L'entreprise derrière va devoir acheter ce bien immobilier. Ça va être le collatéral. Ok. Ça va être comme ça qu'ils vont garantir déjà le principal, l'argent qui a été déposé par les investisseurs. Après, le rendement, l'intérêt, en fait, il va être fait sur la location. Et là, en fait, comment garantir un investissement en mode token? C'est de faire ce qu'on appelle de la due diligence, c'est d'aller regarder et de s'informer sur les équipes, déjà, sur la société, Mhm. et, Ouais. et vraiment utiliser l'outil, l'application. Là dans de l'investissement immobilier, c'est vraiment aller s'intéresser à l'immobilier traditionnel, voir comment ça fonctionne, comment il crée du rendement, et de là, comparer avec ce que le promoteur ou le projet de tokenisation offre pour vraiment voir si le projet est solide ou pas. Et là, on revient sur de l'éducation. Et moi, un des conseils que je donne aux gens, c'est éduquez-vous. La vraie barrière. Tu parles à quelqu'un qui est convaincu par ça, La- éduquer et ensuite adopter. Exactement. Une des barrières que je vois ou un des défis que je vois dans le monde de la tokenisation et même dans le monde du Web3 en règle générale, c'est d'éduquer les gens. À l'heure actuelle, en fait, on n'est plus sur la question de est-ce que ça va être adopté ou pas. C'est fini. Cette question, elle a été Balayer. balayée avec l'arrivée de gros fonds financiers comme BlackRock et compagnie qui sont maintenant en jeu Bien sûr. dans l'écosystème. Maintenant, la vraie problématique, c'est d'éduquer les gens, de les accompagner pour qu'ils évitent de faire des erreurs. Et ce qui est bien en fait dans le monde du Web3, c'est que contrairement à la finance traditionnelle où en fait on délègue notre argent et on va déléguer à des banques et des produits financiers un peu obscurs, allez, tiens mon argent, investis et je m'en occupe pas. Dans le monde du Web3, il faut que l'utilisateur final, c'est-à-dire que moi, j'ai des compétences et que je comprenne. Oui. Je deviens moi-même en fait responsable de mes actes. Ou alors tu passes par des sociétés comme des fonds qui vont le faire, Exactement. qui vont le faire pour toi. Mais ils peuvent le faire, je suis d'accord. Ouais. Mais grâce à la blockchain, tu vas voir réellement ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir suivre et avoir une certaine appréciation de ce qui se passe réellement et tu vas pouvoir prendre des décisions. Tu es en train d'un peu d'anticiper ma question suivante qui était quels sont les avantages de la tokenisation par rapport à un système traditionnel et la gestion courante en fait. Alors, les avantages, moi, je vois deux gros avantages. Déjà, cette facilité de création de tokens et de circulation du token dans l'écosystème. C'est-à-dire que En une journée. création d'un token, c'est 10 secondes et 10 centimes de paiement d'une transaction. Ok. Tu vois, il y a le marché secondaire qui est facilité. Mhm. En gros, le marché secondaire, c'est quoi? C'est qu'à l'heure actuelle, quand je prends une part d'une entreprise ou quand je prends une part d'un bien immobilier, si je veux sortir mon argent, si je veux récupérer ma liquidité, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve un acheteur. Il faut que je revende mon bien immobilier. C'est illiquide. Alors qu'un token,
et c'est là la force du Web3, c'est qu'il y a dans le monde du Web3 et de la finance décentralisée, on a le concept de composabilité, ce qui est pas très connu du grand public, Non. et ce qui est très connu des grands banquiers, des gens de la finance, c'est qu'en fait ce token, tu vas pouvoir le prendre et aller l'échanger facilement ou le déposer en collatéral. Mais c'est du troc. C'est du troc, mais en fait décentralisé. C'est-à-dire que moi, voilà, tu vois, mon bien, ma part dans l'immobilier, j'ai pas envie de la vendre. Mais ça m'embête un peu de le garder parce qu'en fait, c'est mes 10 000 euros que j'ai investis, bah, j'aurais bien aimé avoir un peu de liquidité pour réinvestir derrière. Moi, j'ai 10 000 euros en biens immobiliers. Je vais pouvoir prendre ces tokens, aller sur des plateformes, les déposer en collatéral, et ces plateformes, ils vont me prêter. Est-ce que c'est un peu comme un crédit lombard? Exactement. Hey. Exactement. Ok. Exactement. C'est qu'en fait, je vais pouvoir aller prêter, déposer Non. en collatéral Ouais. mes tokens. Cette plateforme, instantanément, elle va me prêter un certain montant. C'est à peu près c'est entre 50 et 80% du montant de mon collatéral. C'est-à-dire que si j'arrive avec 10 000 euros, bah, je vais pouvoir avoir directement derrière 5 à 8 000 euros disponibles instantanément Et pour donc, tu aller. vas pouvoir multiplier ton investissement. Exactement. Et donc, Ou même faire ce qu'on appelle des effets de levier, Oui. c'est-à-dire récupérer les 8 000 euros et aller racheter encore des parts, des tokens de mon bien immobilier. Et du coup, en fait, je multiplie mon rendement. super. Bah, effectivement, par rapport à la vie réelle, C'est, c'est un peu plus. En fait, ça te donne la capacité de te développer plus vite. Exactement. Et je rajouterais, ça met à disposition à des particuliers ou à monsieur tout le monde des montages et des mécanismes de la finance classique qui étaient pendant longtemps réservés à des professionnels. Mm. Et là, on voit arriver ces mécanismes dans le monde de tous les jours pour monsieur tout le monde. Mais bon, il faut comprendre un peu les concepts. Donc là, on a vu le principe du jeton. On a vu le principe de la tokenisation. Est-ce que tu as des... Je suis Madame Tout-le-Monde, ça y est, je veux m'y mettre. Qu'est-ce que je fais? Sur quelle plateforme je vais? Comment je m'intéresse au projet immobilier? Quels sont les... Au niveau de la sécurité, tu vois, voilà. Accompagne-moi, explique-moi. Alors, pour l'achat d'un token, ça va dépendre aussi du secteur sur lequel tu vas acheter ton token. Là, en fait, en tant qu'investisseur, je vais avoir une certaine appétence au risque ou pas. Si j'ai une appétence au risque, je vais aller sur des tokens qui sont un peu plus volatiles et qui vont être backés derrière par des produits ou de la spéculation. Et je vais aller investir. Si je suis pas trop, j'ai pas trop d'appétence au risque, je vais sur des tokens qui sont plus liés à de l'immobilier, à des bons du trésor, où en fait, j'ai une certaine sécurité du sous-jacent qui est dans le token, parce qu'en fait un token, ça représente, il y a un sous-jacent derrière, et j'essaie d'étudier déjà d'où vient la valeur ajoutée. Mais ça paraît tellement compliqué quand tu expliques comme ça. Tu vois, tu me parles de bons du trésor, mais je vais détenir du coup des bons du trésor des États-Unis? Alors tu vas détenir un token qui, lui, en sous-jacent à l'intérieur, En contrepartie. a une partie du bon du trésor. À aucun moment tu vas détenir et devoir gérer un bon du trésor américain. Ouais. Toi, ton seul bien ou ton seul asset réel que tu détiens, c'est un token. Et ce token, en fait, va embarquer ce sous-jacent et le rendement. En fait, le rendement qui va être généré par ton bon du trésor. Un bon du trésor, c'est quoi? C'est un prêt du trésor américain qui va te garantir un intérêt à X années. Mais je le détiens sur quoi? Sur un wallet? Je le détiens sur quoi, Alors, mon token? Voilà, on revient sur notre fameux wallet, le portefeuille digital. Ouais. Toi, tu vas détenir ton token sur ton portefeuille digital. Donc en dessous de mon Alors, Bitcoin, tu vas avoir Ethereum et tu vas avoir en fait ton token qui va être dans ton portefeuille et tu vas avoir un peu, tu vas pouvoir traquer sa valeur, son rendement et tu vas le détenir quoi. Et c'est le même principe que le trading, c'est-à-dire qu'il va... est-ce que c'est la même analyse que... Tu vois, comment je m'assure de créer ce rendement? Quand est-ce que je ressors? Quand est-ce que je... Alors là c'est ce que je dis aux gens. Alors une première étape, c'est d'étudier le projet. Et si le projet en fait a une application, c'est d'utiliser l'outil, l'application, de toujours utiliser en fait l'application web
qui est en lien avec ce token. Si demain j'ai un token qui est lié à une application, enfin à une plateforme de tokenisation immobilière, en fait je dois utiliser un peu Realty, tu vois, par exemple. Je dois essayer de suivre un peu ce qui se passe, rester à l'affût. Toi, le rendement, il va être automatiquement envoyé sur ton wallet. Okay. En fait, ce tracking et compagnie, le seul tracking que tu vas faire, toi, c'est de voir ton portefeuille et de voir la valeur de ton portefeuille monter, descendre au fur et à mesure. Ok. Et si je reprends mon jeton, la valeur du jeton notamment, comment, au moment où j'arrive, comment je sais que je vais payer mon jeton au bon prix? Tu vois, au moment où je vais acheter en fait ma part, tu vois, dans l'immobilier, par exemple, je vais pouvoir faire une comparaison avec les différents biens qui ont été vendus sur le marché à cet instant T. Sur une société, je vais avoir un bilan qui va me permettre en fait d'évaluer si j'achète au bon prix ou si j'achète un peu cher ou si... Comment ça marche dans ce monde-là? Alors, dans ce monde-là, là, tu prends l'exemple de l'immobilier qui est assez simple à... Ou la voiture. On n'a parlé que d'immobilier, on va parler d'une voiture. Alors, je veux acheter une voiture de collection et je pense qu'elle va... Elle va grimper. Voilà. Alors, déjà, tokenisation, c'est que tu vas acheter une part. On revient, tu achètes une part de la voiture. Bien sûr. Mais tu vois, quand tu l'achètes, toi, tu dois analyser le nombre de tokens qui vont être générés sur ce bien. Tu vas savoir à combien ils ont été vendus. Souvent, en fait, ils font des ventes fixes quand c'est en marché primaire, c'est-à-dire au moment de la vente. Au moment de la vente, de la génération, en fait, toi, tu vas l'acheter à un montant fixe. Tu vas pouvoir savoir à combien ils ont vendu la voiture. Toi, ta spécialité, c'est un peu d'arriver au tout début du prix. Exactement. Les marchés secondaires, où là, tu me posais des questions, est-ce que, tu vois, si j'arrive et que je rachète un token de quelqu'un d'autre, est-ce que je l'achète au bon prix ou pas? Là, c'est toi et ta chance. Non, mais c'est si on a un bon vendeur derrière, enfin, qui le met à un prix plus élevé et que tu l'achètes. Comme dans l'immobilier, si tu penses que ce bien il est incroyable et puis en fait la réalité, exactement. Le marché il chute le lendemain, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il y a des plateformes aussi dans le monde de la finance décentralisée, des plateformes d'échange comme Uniswap et compagnie, où en fait les prix ils vont être garantis via ce qu'on appelle un data feeder. C'est une plateforme qui va émettre les prix des assets basés sur une collecte de ces prix sur différentes plateformes boursières et différents endroits dans le monde. Je vais m'expliquer. Parce que là, c'est un exemple concret. En gros, le prix d'Ethereum, en fait, sur on-chain, Chainlink, c'est une boîte qui va permettre en fait d'injecter ou de garantir d'émettre le prix dans ce monde décentralisé. Chainlink en fait va récupérer le prix de Binance, de Bybit, de plein de centralized exchange, va créer une médiane de ce prix et en fait il va l'injecter on-chain. C'est-à-dire qu'en fait il va émettre son prix on-chain sur des plateformes décentralisées pour garantir pour dire que le prix à l'heure où on parle il est de temps. Ah, parce qu'en fait, mon prix de mon token peut varier suivant la plateforme que j'utilise. Exactement. On est sur des mondes décentralisés. Et en fait, c'est un peu un comparatif de prix, quoi. Exactement. Chez machin, quand tu veux acheter ton billet d'avion et qu'on te sort toutes les compagnies. Exact. Okay. Et il y a des sociétés qui ont pour job de garantir un prix médian. Voilà. Ah ouais. Et on en découvre tous les jours. Et du coup, en termes de propriété du jeton, une fois, voilà, t'as acheté. De propriété du jeton, est-ce que c'est fiable sur la blockchain? Quels sont les risques qu'en fait le jeton, tu as cru que tu l'avais acheté mais tu l'es pas vraiment? Là en fait c'est vrai que la création d'un jeton en fait techniquement derrière en fait ça va être juste un smart contract. Est-ce que tu peux brièvement expliquer ce que c'est? Un smart contract, c'est un morceau de code qui définit les règles autour de ce jeton. Voilà. C'est ce jeton, il va pouvoir être transférable. Ce jeton, c'est le numéro temps c'est ton contrat de vente et d'achat. Exactement. Et en gros, dans ce morceau de code, on peut injecter on peut rajouter un code malicieux qui va un peu entraîner. C'est pas mignon malicieux. Ouais, c'est ça. Qui va entraîner l'impossibilité de revendre ton token, enfin de créer des blocages. Là,
dans des marchés classiques ou en fait ou dans des boîtes classiques en fait qui se revendiquent je tokenise de l'immobilier et compagnie, ils vont éviter parce qu'en fait ce code il est visible de tous et en fait ça peut être un red flag, ça peut être un moyen de se dire ouais non c'est pas bon, on va pas aller je vais pas investir dans ce token parce que Mais parce que tu as un truc de commentaire un peu comme. alors ce code est disponible dans la blockchain, on peut le voir, on peut aller le Oui, mais il faut aller le chercher. Il faut aller- Moi, je sais pas Oui, aller le chercher. il faut aller le chercher, mais maintenant en fait qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je suis en train de voir, c'est que je vois beaucoup de gens non techniques qui vont utiliser ChatGPT par exemple pour aller décoder ce morceau de code. Et qu'est-ce que tu en penses? Bah moi je pense que c'est très très bien. Ok. Ça peut faire peur aux gens. Ça peut faire peur, mais il faut utiliser les technologies qu'on a à l'heure Bien actuelle pour avancer, pour rester à jour. Donc toi, tu es confiant. Si moi, demain, je t'appelle en te disant hey, j'ai vu un truc, j'ai copié-collé dans ChatGPT, il m'a dit ça. Alors, ChatGPT, c'est un moyen de faire un premier check, et d'avoir une première compréhension. Pardon. Après, derrière, si on commence à vouloir investir des grosses sommes, je pense qu'il faut soit avoir des conseils d'amis ou de personnes compétentes qui ont la capacité et la force d'aller analyser réellement si le projet est sérieux ou pas. Moi, ma checklist, enfin ma liste que je suis pour savoir si je vais investir ou non dans ce token, alors sachant que j'ai pas une grosse aversion au risque, moi j'ai plutôt une appétence, mais c'est un joueur de poker. voilà, exact. Je regarde l'équipe qu'il y a derrière, la team. Oui, mais attends, là je veux revenir juste à ce que tu dis. Pour moi, c'est facile. Si demain je vais investir dans un token, je suis entouré de personnes, d'amis, collègues, famille, qui vont pouvoir me dire vas-y ou vas-y pas. Monsieur, même tout le monde. Ils n'ont pas forcément des copains autour d'eux qui comprennent la blockchain. Mais c'est pour ça qu'il faut se former, c'est comme tout. Quand on vient au monde, on ne sait pas lire et on apprend à lire. Il faut s'éduquer. Et l'éducation, c'est la première arme pour savoir ce qu'on fait. Et moi, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Ce que j'aime bien avec le monde de la finance décentralisée, c'est qu'on remet au centre de tout sa personne. Et chaque acte qu'on va prendre, chaque décision qu'on va prendre, en fait, revient à la personne elle-même. En fait, on responsabilise un peu plus les gens. Mmh. Mais est-ce qu'il existe, par exemple, des sites internet qui vont référencer les rendements, les tokens en cours, les nouveaux projets? Alors, on a les sites comme Binance, Bybit qui vont eux lister des tokens qui sont très sérieux ou sérieux. Quand on achète sur Binance, Bybit, souvent les tokens qu'on va acheter chez eux, en fait, c'est des projets qui sont plus ou moins sérieux. Voilà, qui sont en moyen, la majorité du temps, correct. Si on commence à vouloir être early, enfin à rentrer très tôt dans un projet de tokenisation, pour avoir une meilleure rentabilité, là, c'est beaucoup de recherches, c'est beaucoup de questions dans des groupes Discord, dans des Telegram, sur des Twitter. C'est de la recherche un peu traditionnelle. Et comment tu rentres dans ces groupes Discord? Nous, par exemple, on a CryptoRise, l'académie en France de trading, où on a ce groupe Discord et donc nos traders discutent en fait avec les élèves. Mais comment tu trouves les groupes Telegram, tout ça? Soit tu as la chance d'avoir entendu parler de CryptoRise et d'être membre, soit en fait tu vas sur Twitter par exemple et tu fais ta recherche, tu essayes. Moi, avant de tomber sur des bons groupes Telegram, des bons groupes Discord, je suis allé un peu partout et j'ai fait des tests-erreurs et puis à un moment je vois que les personnes qui sont dans ce groupe, ils sont plus ou moins sérieux parce que il y a eu une première expérience d'investissement avec eux qui a fait que ça a fonctionné, puis on continue, mais c'est très dur de trouver des bonnes personnes, des bons groupes. Tu en animes, toi? Non. Moi, je suis arrivé à un stade où je suis un peu mon petit loup solitaire et à force de me prendre des gamelles, Oui, ce que je voudrais bien faire comprendre, parce que c'est un peu
quelque chose que je répète, mais l'argent facile, ça n'existe Non, pas. alors pas du tout. Alors tout à l'heure, on discutait en off et tu disais, ben tu vois, hier j'ai investi sur un token, j'ai mis 1000 euros et je ressors avec 20 000 euros. La finalité, c'est quand même que, ok, sur le coup, on voit 19 000 euros, mais combien d'argent tu as perdu pour arriver à ça? Qu'est-ce que tu as appris? Enfin, c'est des années de travail, c'est pas du... Ah oui, on va éviter de parler des choses qui fâchent. Non, mais je voudrais juste que les gens prennent conscience que quand on dit que la crypto et l'univers de la blockchain, c'est je gagne de 0 à 100 en une minute, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Parce que si je lis sur tout ce que tu as investi, tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as perdu, c'est des années. C'est des années. Et non, l'argent facile, ça n'existe pas. Il y a souvent un risque en face de gains. Alors, plus le risque sera élevé, plus les gains pourraient être élevés. Mais qui dit risque élevé dit aussi perte. Et on perd plus souvent qu'on gagne. Faut pas le croire. C'est super dangereux. C'est pour ça qu'en fait, éduquez-vous. Faites-vous accompagner par des professionnels ou des personnes qui ont les compétences pour vous accompagner. Et si vous êtes des gros investisseurs, là, passez par des clubs d'investissement ou des fonds ou quoi que ce soit. Si on revient sur notre sujet du token, et justement, on est là un peu pour vous éduquer et vous transmettre nos connaissances, quelles sont, selon toi, les industries qui peuvent connaître une révolution grâce à la tokenisation dans les prochaines années? Alors, moi, je dirais pas une révolution. Je pense juste qu'en fait, il y a une nouvelle technologie qui permet de tokeniser plus facilement, qui est la blockchain. Ça va faciliter l'accès à la propriété. Je dirais plus, ça va être un nouveau moyen d'investissement. Enfin, un nouveau véhicule d'investissement. Ouais. C'est ça, en fait, comment je vois la chose. Parce que à l'heure actuelle, en fait, quand on veut lever de l'argent pour aller acheter un bien, on peut être confronté à des difficultés d'avoir des prêts en banque et compagnie. Alors que si on passe par de la tokenisation, on peut utiliser la masse, les gens, pour lever un certain montant pour aller investir. Et moi, c'est comme ça que je vois la tokenisation, comme un nouveau moyen d'investissement, un nouveau véhicule. Ou de levée de fonds. Je suis un start-upper, je veux monter une start-up dans la pâtisserie. Donc on est complètement concret, quoi. Voilà, je sais pas, avec des gâteaux qui vont être automatisés, qui vont sortir automatiquement. J'ai besoin de 200 000 euros d'apport pour pouvoir lancer mon projet. Au lieu de passer par des levées de fonds traditionnelles ou d'aller faire de l'emprunt bancaire, je crée mon token. Exactement. Et ça, c'était un des premiers cas d'usage dans les années 2015-2017, où en fait, beaucoup de gens tokenisaient leur projet, levaient de l'argent comme ça, et essayer de développer leur activité. Et comment tu ne perds pas le contrôle de ta société quand tu tokenises ta société? Quand tu tokenises ta société, oui. Les personnes, ils n'ont pas direct... Alors, c'est les différents modèles dont je te parlais. Ouais. Tu peux éviter qu'ils aient un pouvoir décisionnaire. Alors, ce qui est drôle, c'est que ces 2 dernières années, on a vu sur le marché arriver énormément de ce qu'on appelle des DAO, des Decentralized Autonomous Organization. Excusez-moi pour cet anglais, mais c'est pour parler d'organisations décentralisées totalement autonomes. Je m'explique. C'est que tu crées un token sur ton projet, mais ce token, en fait, il va te donner un droit de gouvernance. Okay. En gros, on va créer une société, on va émettre des tokens. Tu rentres au conseil d'administration. Exactement. Et en gros, ce token de gouvernance va te permettre de prendre des décisions et de voter sur les directions de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on crée des sociétés totalement décentralisées. Et moi, j'anime aussi un podcast entrepreneurial, donc c'est vraiment un sujet qui me passionne. Ce qui me ferait hyper peur là-dedans, c'est tu crées ton projet, tu le développes, et au conseil d'administration, tu as monsieur et madame tout le monde, ou des gens qui n'ont pas forcément, qui sont déconnectés de la vie opérationnelle de la société et qui vont avoir un pouvoir de décision sur la façon dont la société doit être gérée et sa rentabilité. Ah, clairement. Ah bah oui. Et c'est là en fait où on voit les limites de cette gouvernance décentralisée. Je vais te donner l'exemple du protocole Bitcoin. À l'heure actuelle, en fait, Bitcoin, le code
qui est développé, il est développé de façon totalement décentralisée. Il n'y a aucune entreprise derrière. En fait, c'est des gens un peu partout dans le monde qui bossent et Qui mine. qui minent et qui développent, qui mettent à jour le code source de Bitcoin. Et des fois, en fait, ce code source on doit voter pour savoir si on va rajouter ou améliorer ou pas certains aspects de ce code. Mais vous êtes combien à voter? C'est les gens de la communauté. Oui, et du coup, ça fait combien Ça de... ça peut être des milliers de personnes. Ok. Et des fois, on se retrouve avec des mises à jour qui bloquent parce que plein de personnes, la majorité a voté non. Alors que c'est nécessaire. nécessaire. Mais ils peuvent avoir voté non parce que ça leur engendre des coûts supplémentaires peut-être pour Oui, c'est ça? C'est ça. Y a plein de raisons. Comme quand tu es au syndic Ouais, et que tu dois refaire la façade. Et là, je dis, ça crée des blocages, mais est-ce que dans une entreprise, tu vois, est-ce que la majorité, des fois, n'a pas raison? Peut-être que toi, en tant que CEO d'entreprise, tu as une vision qui, des fois, peut pas être compris de la communauté. Ou peut-être que en tant que CEO, tu vois pas l'autre vision qui est mise en avant par la communauté. Et c'est un peu difficile. Je comprends la frustration et la peur de perdre le contrôle de sa société là-dessus. Non, puis de se dire, comme tu as on peut pas appeler ça l'effet de levier, mais comme tu as ce principe de je peux mettre en collatéral ce que j'ai pris et je prends de plus en plus de parts, etc., d'un projet, tu peux te retrouver aussi avec un concurrent qui vient prendre des parts chez... Mais l'intérêt de ce concurrent, il a un certain nombre du token de ton projet, mais pour lui, en fait, ce projet doit bien marcher pour avoir le rendement. Parce qu'en fait, faut pas oublier que souvent les tokens, en fait, la tokenisation, on a ce lien avec un rendement espéré. Alors, on va pas acheter un token pour aller tuer son concurrent. Non, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup de... Par contre, il y a d'autres choses aussi qu'on peut tokeniser, moi, qui m'a fait halluciner, cette histoire de mème. Tu peux nous raconter un peu? Alors là c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, ces derniers mois. C'est l'apparition de création de tokens autour des mèmes. Un mème, c'est une image rigolote qui circule sur les réseaux sociaux. Qu'on voit sur Insta, Twitter. Exactement. Pour se moquer, Trump en a beaucoup. Exactement. Du coup, en gros, les personnes du monde de la crypto, ou du monde Web3, récupèrent cette image, en créent un jeton. Voilà, c'est un jeton avec l'image dedans. Et vont commencer à spéculer sur ce jeton. Non, mais c'est rigolo. C'est incroyable. Si je te donnais le volume du nombre de créations seulement sur un écosystème blockchain du type Solana, c'est des 50 000 jetons créés à la journée, avec un volume de trading de plus de 2 milliards. Donc 1 milliard moi, sur 24 heures. Pour moi, j'ai beaucoup de mal à connecter ça, tu sais, avec mon cerveau de vie concrète. Donc moi, je me dis, tiens, il est rigolo ce mème avec ce chien et ce gosse qui sont en train de tourner en rond. Je veux me l'approprier, donc je veux prendre une part de ce mème. Mais comment je crée du rendement là-dessus? En fait, le rendement, il est spéculatif. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver à un certain moment de vie de ce token. Tu vas l'acheter. D'autres personnes vont arriver derrière toi, du coup ça va créer une pression vendeuse. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, le prix de ces mèmes varie en fonction du nombre de personnes qui vont l'acheter. Mais pourquoi on aurait envie d'acheter un mème? Là, c'est totalement spéculatif. Ça, je le déconseille à nos auditeurs. C'est très spéculatif, c'est très volatile. Mais c'est du jeu, c'est du jeu. Ouais, tiens, je m'en suis acheté ce qui est drôle, c'est que si je peux donner ma vision un peu lointaine de où on va dans la tokenisation et dans le Web3, c'est que moi j'ai une vision où on va arriver à une nouvelle version du boursicotage. C'est-à-dire que pendant une époque, on avait nos grands-parents qui allaient boursicoter sur les places boursières et acheter des actions, revendre, machin. Et ben, la tokenisation sur la blockchain va permettre de créer des places boursières totalement décentralisées dans le monde entier, où n'importe qui via un téléphone, une connexion Internet va pouvoir arriver et facilement. Je donne souvent un exemple où en Afrique, une personne avec un téléphone en train de vendre ses petites bouteilles d'eau le long de la route va faire plus d'argent en allant trader
sur, sur la blockchain que sa journée de travail. Mais cette personne n'aura pas d'adresse, pas de compte bancaire, parce que on oublie aussi que nous, on est européens et que moi, Marion, Martin, j'ai mon compte bancaire, ma petite vie qui est dans la finance centralisée, mais en fait, j'existe en tant que personne dans la finance centralisée. C'est exactement ça. Nous, en fait, en Occident, on a du mal à se rendre compte qu'on a une certaine facilité à ouvrir un compte bancaire ou à investir en bourse. Bon, même si ça se complique des fois. Non, mais même pour acheter un bien immobilier, on a des fiches de salaire, on a, on alors travaille. que dans une partie du monde, ils ont même pas de compte bancaire. Ils ont juste un téléphone et Internet. On parle de gens qui ont du mal à accéder à l'eau, mais ils ont un téléphone et une connexion Internet et ils peuvent créer leur wallet, leur portefeuille virtuel qui va leur permettre d'accéder à des rendements qui sont à l'heure actuelle. Et du coup, ça arrive sur leur wallet de toute façon, comme c'est considéré comme un asset, comme un bien, tu n'es pas encore imposé. Tu es imposé au moment où tu transformes en fait dans donc vocabulaire technique fiat, mais en euros, en dollars, en devise traditionnelle. Merci, devise traditionnelle. Donc ils ont ça, et comme il y a un écosystème parallèle qui s'est créé où on peut acheter et vendre acheter des vrais biens, son billet d'avion, je le paye en fait avec ça. Et donc ces gens-là, actuellement, peuvent avoir une vie parallèle, mais sans avoir construit leur vie réelle. Donc il faut bien qu'on trouve une passerelle, exact. Pour en fait que ça devienne concret aussi pour eux et qu'ils vivent dans qu'ils puissent ensuite avoir des conditions de vie qui soient bien meilleures. Je suis totalement d'accord. Mais après, il y a toute cette mouvance de real world assets là. Real world assets, c'est pour les assets du monde réel. Et en fait, ces tokens, prochainement, ils vont pouvoir réintégrer le monde traditionnel grâce à l'émergence de ces sociétés où tu vas pouvoir peut-être bientôt échanger tes tokens pour un loyer, quoi. Enfin, pour avoir un toit sur la tête. Et donc j'ai mon token, j'attends, je revends, etc. Est-ce que c'est assimilé à du trading? Est-ce que c'est comme du trading? Est-ce qu'on a les mêmes automatismes que quand je trade de la crypto ou une action EDF? Alors, le trading, en fait, pour moi, c'est quand tu spécules sur la hausse et la baisse. Oui. De ce point de vue-là, ça peut être assimilé à du trading parce qu'en fait, surtout sur les mêmes coins, où en fait, on va aller revendre et acheter, on va essayer de vous revendre et acheter au meilleur prix. Du coup, on va spéculer sur la hausse et à la baisse. Mais je peux aussi parier à la baisse. Alors, tu peux pas parier à la baisse. Quand je dis tu vas spéculer, c'est que tu vas acheter à un moment donné. Le bien va monter, enfin le prix du token va monter, tu vas revendre, il va rebaisser et toi, tu vas essayer de reprendre un achat un peu plus bas. Moi, voilà, ça c'est une partie, mais c'est plus sur le côté même token. Quand je vais investir sur des tokens immobiliers et compagnie, c'est plus de l'investissement. C'est là, en fait, c'est sur du long terme. Je vais acheter, je vais attendre mon rendement. Et en attendant mon rendement, je vais pouvoir aller faire ce que j'ai expliqué précédemment, de la composabilité. C'est aller déposer mon token sur un protocole de prêt-emprunt en collatéral, emprunter de l'argent. Notre exemple de crédit Lombard, quoi, mais dans le monde décentralisé. Exactement. Et ça, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est ce qui se passe un peu partout. Et comment je lègue ça à mes enfants, à mes petits-enfants Alors là, c'est encore un autre point de discussion. Et je pense qu'il y a à faire là-dedans. C'est que pour le moment, ton portefeuille digital, il est lié à 12 mots, à une clé secrète. Cette clé secrète, elle est générée à partir de 12 mots. Et quand tu crées ton portefeuille digital, on t'affiche ces 12 mots et ces 12 mots, ils font foi. Si tu perds accès à ces 12 mots et que tu as pu... on a vu des scandales comme ça. Tu n'as plus accès à ton wallet, tes fonds ils sont perdus à tout jamais. Ces 12 mots, en fait, il va falloir personnellement, à l'heure actuelle, les mettre de côté et les léguer pour que tes enfants puissent accéder à tes assets, à tes tokens. Oui. Mais ouais, c'est quelque chose qui peut être discuté et voir comment... On a d'autres mécanismes qui vont permettre en fait de donner des droits de possession à des tierces personnes, ce qu'on appelle du multisig.
multisignature. Mhm. Et en gros, c'est que tu vas pouvoir dire, ben voilà, s'il m'arrive quelque chose et que mon frère avec son wallet et ma sœur avec son wallet signent, enfin, veulent Signe accéder ensemble sur mon wallet. sur mon wallet, et ben ils peuvent Récupérer ils la peuvent propriété. récupérer la propriété. Voilà. Ok. Et est-ce que tes tokens, dans le monde réel, tu peux les mettre en collatéral avec ta banque Alors, à l'heure actuelle, de tête comme ça, je vois pas de banque qui puisse le faire. Ouais. Mais oui, ça serait possible. Dans un avenir proche, je suis quasiment sûr que Que ça tu va. arriverais en fait avec un descriptif de ce que tu as en token. Ouais. Voilà, Bah, ouais, exactement. Je pense on pourrait, mais pour le moment, il faudrait un cadre réglementaire. Mika arrive seulement. ouais. Il va falloir que ce cadre réglementaire puisse être appliqué, enfin puisse être mis en place pour que des acteurs comme des banques et compagnies puissent venir exercer. Eh ben, tu vois, t'enchaînes sur ma question suivante. C'était justement la réglementation autour de la tokenisation est-elle claire et comment elle va évoluer? Bah, on est dans un environnement, dans un écosystème assez jeune. Mika est arrivé au mois de juin. Oui. Là, on commence à avoir vraiment un cadre réglementaire et c'est rassurant pour l'écosystème. Mais est-ce que Mika, parce qu'on a fait une interview avec Harry, avocat spécialisé en fait dans le monde de la blockchain, et j'ai pas eu l'impression qu'on ait abordé la réglementation autour de la tokenisation. Alors, J'ai l'impression que comme c'est vraiment décentralisé, Mika ne ouais, s'applique pas. pour le moment, Mika ne va pas s'appliquer à la finance décentralisée dans un premier temps. Prochainement, peut-être qu'il y aura des réglementations qui viendront s'appliquer au monde décentralisé. Et puis voilà. Mais pour le moment, non. C'est quelque chose qui est hors cadre. Pour conclure, parce que je pense qu'on a balayé quand même pas mal de points, qu'est-ce que tu recommandes aux gens? On a compris, s'éduquer. Ça, on est OK. Alors, mais de tester, voilà, qu'est-ce que tu vas... Une fois que les personnes se sont éduquées, c'est aller tester, aller prendre en main les écosystèmes, se créer un wallet, c'est assez simple, tout le monde peut en créer un, commencer à aller un petit peu... avec des petites sommes. Avec des petites sommes, vraiment des petites sommes. 50, 100 euros. Aller sur Realty par exemple et essayer d'acheter pour 10 $, une part d'un bien aux États-Unis. Aller sur des protocoles comme Uniswap, aller acheter un meme coin pour 2-3 $. C'est vraiment s'éduquer, prendre en main la chose. Bon, là, on parle beaucoup du côté décentralisé, mais déjà, ne serait-ce que d'aller ouvrir un compte chez Binance, Bybit, par exemple, dans un centralized exchange, pour avoir une première main du monde crypto, ça peut être déjà pas mal. Est-ce qu'on a des confrères ou concurrents de Realty qu'on peut nommer pour que les gens puissent... Il y a d'autres compagnies. Là, j'ai perdu les noms de tête. La plus grosse, c'est Realty. Celle qui a vraiment lancé la tokenisation immobilière pour les novices et en exact. disant on va le rendre accessible, simple, comme c'est ça. C'est les premiers à être arrivés sur le marché. Enfin, les premiers à avoir vraiment validé le concept et à attirer du monde. Aujourd'hui, ils gèrent combien? T'as une idée à peu près? C'est des millions, hein, c'est des millions de dollars, mais j'ai pas la somme exacte. Pas la somme exacte. Mais ils ont pas mal exercé aux États-Unis et commencent à arriver sur le marché européen. Ils veulent entrer sur le marché européen. Je crois que la difficulté, c'est la législation européenne qui fait que c'est pas si simple pour eux d'arriver et qu'il faut qu'ils aient des partenaires locaux par pays. Exactement. Et même le business model, il doit être un peu changé parce que c'est pas la même facilité de créer du rendement aux États-Unis et ici. Puis on n'a pas la même culture ici C'est ça. Après, il y a d'autres écosystèmes comme OM, Mantra qui eux aussi se lancent là-dedans et qui c'est tout ce pan de RWA dont je parlais précédemment, OL World Asset. Il y a plein de compagnies qui se lancent là-dedans et c'est vraiment une tendance actuelle. C'est quelque chose qui est en train de prendre... Donc, tu crois à fond dans l'avenir à la tokenisation clairement. au token. Clairement. Merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une bonne journée, puis la suite au prochain épisode. Merci bien. Au revoir. Au revoir.